L'objectif de cette vidéo Excel est de mettre en pratique des notions avancées de calcul, notamment les références absolues. Vous savez, cette technique qui consiste à figer une cellule dans le calcul, sans quoi le calcul ne peut pas être reproduit sur l'ensemble de la plage sélectionnée. Pour cette mise en pratique, nous proposons un classeur constitué de 3 feuilles que vous pouvez télécharger en suivant le lien qui est donné dans le descriptif de cette vidéo. Tout d'abord, la feuille Collège Pablo Picasso, qui est un relevé de notes d'une classe de 3e, avec des moyennes générales attribuées à des élèves. Nous devrons y réaliser certains calculs comme la moyenne générale par élève, son classement, le nombre de notes qu'il a obtenues, quelle est sa note la meilleure et quelle est sa note la plus basse. Au travers de la feuille chiffre d'affaires d'une société qui vend des produits parapharmaceutiques, nous devrons, pour le semestre, calculer la somme des chiffres d'affaires, puis les parts de pourcentage par rapport au total, afin de savoir quel est le chiffre d'affaires qui représente la part la plus importante. Et enfin, nous avons une feuille remise client qui nous permettra d'appliquer très spécifiquement les références absolues. L'objectif ici, pour une société qui vend à différents distributeurs des articles, en accordant des remises différentes, est de réaliser une seule formule que l'on pourra répercuter sur l'ensemble du tableau pour obtenir tous les résultats. Nous allons donc commencer par la feuille Collège Pablo Picasso. Le premier calcul qui est demandé est le calcul de la moyenne. Comme vous le savez, une moyenne consiste à sommer ici l'ensemble des notes et à diviser cette somme par le nombre de notes. La fonction moyenne est intéressante en ce sens qu'elle est capable de ne pas considérer dans la liste une cellule qui est vide et donc de ne pas diviser par le nombre qui aurait inclus cette cellule vide. Elle va tout simplement l'ignorer. Nous pourrions bâtir la formule sur cette première cellule puis tirer la poignée, ou encore, et c'est plus efficace, présélectionner l'ensemble de la plage de cellules pour initier le calcul avec le symbole égal dans la première cellule active de la plage. La fonction à utiliser, comme vous le savez, est la fonction moyenne. Lorsque vous ouvrez la parenthèse, Excel vous demande les cellules ou la plage de cellules des valeurs à moyenner. Bien entendu, même si cette cellule est vide, comme nous le disions précédemment, nous l'incluons bien dans le calcul, puisque lorsque nous allons le reproduire, il faut bien que sur les lignes du dessous, cette cellule soit considérée, puisque certains élèves ont bien une note en maths. Il s'agit ensuite donc de fermer la parenthèse de la fonction moyenne, et pour la répercuter en la validant sur l'ensemble de la plage, nous enfonçons au clavier CTRL et Entrée. Nous obtenons ainsi tous les résultats du calcul, c'est-à-dire toutes les moyennes générales par élève. Si vous prenez la somme de ces notes et que vous les divisez ici par 5, puisqu'il y a 5 notes, vous obtiendrez bien 12,6. Cette cellule a bien été ignorée, et dans le cas de la ligne 11, l'économie et les maths ont été ignorées. Petite remarque, nous obtenons les résultats avec un nombre de décimales très important dans certains cas, en l'occurrence pour les lignes 12 et 13. Nous pourrions réduire ces décimales en utilisant les boutons de la section nombre du ruban accueil, ou encore exploiter une fonction qui permet d'arrondir le calcul. Les cellules étant toujours sélectionnées, pour modifier le calcul, nous enfonçons la touche F2 du clavier, si bien que nous activons la saisie de la première cellule de la plage. Nous allons arrondir directement au nombre inférieur à l'aide d'une fonction Excel qui s'appelle arrondi-inf. Nous tapons donc le nom de la fonction, arrondi.inf, et lorsque vous ouvrez la parenthèse, vous remarquez que cette fonction demande 2 arguments. Le premier est le nombre à arrondir, soit le résultat de la moyenne, point virgule. Le deuxième est le nombre de décimales que nous souhaitons conserver. Une décimale conviendra très bien. Ainsi, si nous utilisons la fonction arrondi.inf, le 12,66 sera arrondi à 12,6. Il existe aussi la fonction arrondi.sup qui s'utilise exactement de la même façon, qui elle aurait arrondi ce nombre à 12,7. De la même façon que précédemment, nous validons et répliquons ce calcul par CTRL-Entrée.
Et vous voyez que les résultats sont beaucoup plus clairs, désormais avec une seule décimale. Du coup, nous pouvons passer au calcul suivant, le rang, plus précisément le classement de l'élève en fonction de sa moyenne par rapport à l'ensemble des moyennes générales de la classe. Est-il le deuxième élève, le troisième, etc., etc. Comme précédemment, pour utiliser cette fonction Excel qui s'appelle rang, nous présélectionnons la plage de cellules. Nous tapons égal pour débuter le calcul, puis le nom de la fonction et nous ouvrons la parenthèse. Lorsque vous ouvrez la parenthèse, vous remarquez que cette fonction rang demande 3 arguments. Le premier est, bien entendu, le nombre, ici la moyenne générale, à partir de laquelle nous devons déterminer le classement. Point virgule par rapport référence au tableau des notes, c'est-à-dire à ce tableau-ci. Point virgule l'ordre. Par défaut, l'argument est 0, ça veut dire un ordre décroissant. Pour effectuer un classement, on part bien de la note la plus haute et puis on va de manière dégressive vers le bas. Nous pourrions choisir croissant, mais ici, ce n'est pas indiqué. Donc nous tapons 0, nous fermons la parenthèse de la fonction et nous validons ce calcul par contrôle-entrée comme toujours. Il est certes répliqué sur l'ensemble de la plage de cellules, mais vous pouvez constater qu'il y a d'ores et déjà une anomalie puisque cet élève, fort logiquement, avec sa moyenne générale de 14, est bien situé au premier rang. Mais si vous descendez un peu plus bas, vous remarquez des incohérences puisque ces deux élèves n'ont pas la même moyenne et pourtant sont bien classés deuxième ex aequo, et puis encore un peu plus bas, des moyennes inférieures pour lesquelles les élèves se voient attribuer le rang 1. Ceci tient au fait que nous n'avons pas utilisé les références absolues. Pour reprendre le calcul initial, nous avons bien demandé à Excel d'effectuer le classement de la première moyenne de l'élève par rapport au tableau J7, J14, c'est-à-dire l'ensemble des moyennes générales. Jusque-là, tout va bien. Sauf que lorsque vous répliquez le calcul par contrôle-entrée, forcément, sur les lignes du dessous, Excel va adapter les références des cellules puisqu'il se déplace vers le bas. Donc, pour effectuer le classement, il ne considère plus J7 mais J10, fort logiquement. Et par contre, en même temps, Excel déplace les bornes du tableau de référence, comme vous le voyez ici, encadré de rouge. Si bien que les premières notes ne sont plus considérées, donc la moyenne générale de 14 n'est plus celle de référence, si bien que lorsque l'on arrive vers le bas, forcément, dans le tableau qui s'est décalé, le 12,6, eh bien, la moyenne la plus grande des deux qui restent. Cela signifie que nous devons reprendre ce calcul en présélectionnant la page de cellules, en enfonçant la touche F2 du clavier, et nous devons bien indiquer à Excel que le tableau de comparaison pour effectuer le classement doit être figé. Pour ce faire, après coup, nous sélectionnons les 2 points de la plage de cellules, nous enfonçons la touche F4 du clavier, et vous remarquez qu'instantanément, des dollars apparaissent de part et d'autre des cellules qui définissent la plage J7, J14. Ça veut dire que ces cellules sont désormais figées. C'est ce que l'on appelle les références absolues. Dès lors, si nous validons de nouveau le calcul par contrôle-entrée, nous obtenons cette fois des résultats tout à fait logiques. En effet, la moyenne générale 14 est bien la meilleure des moyennes. Vous voyez que les 12,6 sont bien les deuxièmes moyennes, donc le rang 2 est tout à fait approprié. Puis, nous avons ensuite les autres rangs qui sont proposés dans l'ordre. On passe directement au rang 4, puisque nous avions 2 rangs 2, etc., etc. Si nous reprenons le calcul un peu plus bas dans le tableau, comme nous l'avions fait tout à l'heure, effectivement, sur la ligne 13, le calcul de la fonction rang Excel cherche à effectuer le classement de la moyenne générale en J13, mais toujours par rapport au tableau qui lui est figé entre J7 et J14. Donc, c'est ce que nous appelons les références absolues. Sans ces références absolues ici, nous n'aurions pas pu répercuter le calcul. Il existe néanmoins une autre méthode pour éviter, dans certains cas, comme celui-ci, d'utiliser les références absolues. Ce sont les plages nommées, c'est-à-dire les noms que nous attribuons aux plages de cellules, par exemple. Et pour refaire la procédure, nous allons sélectionner la plage des moyennes, comme ceci. Nous allons lui attribuer un nom directement
depuis la zone non en haut à gauche de la fenêtre Excel. Nous allons appeler cette plage de cellules moyenne avec un S. Nous validons ce nom avec la touche Entrée du clavier. Donc, si nous resélectionnons cette plage de cellules, vous remarquez que Excel lui a bien attribué le nom moyenne. Le nom moyenne fait référence à une plage de cellules qui va de la ligne 7 à la ligne 14. Elle est figée par son nom, si bien que si nous refaisons la formule sans les références absolues, mais avec la plage nommée, comme ceci, rang, nous désignons la cellule pour laquelle nous cherchons à effectuer le classement, point virgule, cette fois-ci, nous ne désignons pas la plage de cellules, mais son nom. Et comme vous le remarquez, elle est bien proposée dans la petite liste intelligente qui se déclenche instantanément, point virgule, 0 comme tout à l'heure, vous remarquez que le nom d'une plage de cellules lorsqu'il est reconnu apparaît en rouge dans la formule, contrôle entrée. Alors ici, on pourrait tirer la poignée, mais il convient de refaire le calcul car nous n'avions pas présélectionné l'ensemble de la plage. Ce n'est pas grave, ça nous permet de la refaire et de bien la comprendre. Donc la première moyenne par rapport à la plage de cellules nommée, qui apparaît bien en rouge, décroissant comme tout à l'heure, contrôle entrée pour valider. Nous obtenons exactement les mêmes résultats que tout à l'heure. Nous n'avons pas utilisé la touche F4 du clavier. Nous avons utilisé une plage de cellules qui est référencée par son nom moyenne. Une plage qui a un nom est définie par son nom avec des bornes fixes J7, J14. Il n'est plus nécessaire de les figer. C'est une autre méthode, référence absolue ou plage de nom. Ensuite, la troisième colonne de calcul demande à afficher le nombre de notes obtenues par l'élève à partir desquelles la moyenne a été effectuée. Comme d'habitude, nous présélectionnons la plage de cellules. La fonction Excel qui permet de compter les cellules non vides sur une plage de cellules est la fonction nbval. Il suffit de lui indiquer en paramètre la plage de cellules sur laquelle compter. Égale nbval, comme ceci. Nous ouvrons la parenthèse, et puis nous définissons les valeurs, ou plutôt directement la plage de cellules sur laquelle il faut compter les cellules non vides, c'est-à-dire le nombre de notes obtenues. Lorsque vous validez par contrôle entrée, vous obtenez bien les résultats. Le premier élève a bien obtenu 5 notes, tandis que le troisième a bien comptabilisé toutes ses moyennes dans chacune des matières, soit 6 notes, etc., etc. Voilà un petit calcul trivial, mais fort intéressant pour faire ressortir des données statistiques ou de synthèse dans un tableau qui sont très parlantes. Ainsi, il est plus simple de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire que cet élève a, en plus d'avoir la meilleure moyenne générale, participé à toutes les épreuves, ce qui n'est pas forcément le cas des personnes qui apparaissent en deuxième position. Pour lui, oui, pour lui, non. Donc on pourrait considérer que cet élève est vraiment le deuxième avant celui-ci, dans la mesure où le premier n'a obtenu que 5 notes, alors que celui-ci a bien participé à toutes les épreuves. Les deux dernières colonnes sont triviales, elles aussi. Elles consistent à exploiter des fonctions statistiques de synthèse d'Excel pour savoir, pour chaque élève, quelle est sa note la meilleure et quelle est sa pire note. Ce sont les fonctions max et min, la plus grande, maximum, et la plus petite, minimum. Nous présélectionnons la plage de cellules sur laquelle doivent apparaître les résultats. Nous initialisons le calcul avec égal. Nous tapons le nom de la fonction min ici, et lorsque nous ouvrons la parenthèse, comme précédemment c'est très simple, il suffit d'indiquer directement la plage de cellules sur laquelle nous devrons faire ressortir la plus petite des notes pour chacun des élèves. Lorsque nous répercutons le calcul, comme vous le constatez, nous obtenons des résultats cohérents qui font ressortir en instantané les plus petites moyennes. Je vous rappelle que tout calcul dans Excel est dynamique, si bien que si les valeurs des moyennes des élèves par matière changeaient, alors les moyennes générales se mettraient à jour. Sans doute les classements se mettraient à jour si effectivement les moyennes devaient s'inverser. Le nombre de notes se mettrait lui aussi à jour, ainsi que la note la plus basse et la note la plus haute que nous allons calculer avec la fonction max égale max. Nous ouvrons la parenthèse. Comme précédemment, nous sélectionnons la plage de cellules sur laquelle il faut déceler la plus grande. Nous validons et répercutons par contrôle entrée. Et en instantané, là encore, nous obtenons ces données de synthèse. Nous allons voir que ces fonctions statistiques
efficaces comme min et max d'Excel ont un champ d'application qui va au-delà des calculs dans une feuille Excel. Par exemple, sur la colonne moyenne, ici, nous souhaiterions faire ressortir dynamiquement, histoire de faciliter la lecture, la meilleure moyenne générale de la classe et la pire. Dynamiquement, ça veut dire que si les moyennes changent, le format doit s'adapter de manière à pouvoir se caler sur la nouvelle meilleure moyenne générale. C'est ce que l'on appelle une mise en forme conditionnelle. Après avoir présélectionné bien entendu la plage de cellules sur laquelle le format dynamique doit faire ressortir ses valeurs seuil, nous cliquons directement dans le ruban sur le bouton mise en forme conditionnelle. Il existe des règles prédéfinies qui consistent à faire ressortir les cellules qui sont supérieures à telle valeur, inférieures à telle valeur, etc. Ou encore d'utiliser des règles toutes faites pour faire ressortir, comme vous le voyez, instantanément en couleur avec des barres de données ou des nuances de couleur des valeurs, histoire de faciliter la lecture. Mais ici, nous avons dit que nous souhaitions faire ressortir dynamiquement seulement la plus grande et la plus petite. Alors, nous allons créer une nouvelle règle personnalisée en cliquant sur la rubrique nouvelle règle à l'aide d'une formule qui consiste à dire sur cette plage, si cette cellule est la plus grande de toutes, alors nous allons la mettre par exemple en vert sur fond jaune. Le principe est de dire que nous prenons en référence pour la formule la première cellule de la plage et Excel doit parcourir l'ensemble des cellules pour les comparer à l'ensemble des moyennes. Donc cette cellule, contrairement à la remarque que nous avons fait précédemment, ne doit pas être figée. Or ici c'est le cas, vous remarquez qu'il y a $1 devant le J, $1 devant le 7. Donc nous allons enfoncer la touche F4 du clavier une première fois, une deuxième fois et une troisième fois, de manière à faire disparaître ces symboles $ et laisser la possibilité à la cellule J7 de se déplacer pour que toutes les cellules soient comparées. Si cette cellule, et toutes les autres donc, est bien égale à la plus grande des valeurs de la plage, c'est là que intervient de nouveau la fonction max que nous avons utilisée précédemment, mais cette fois-ci pour une application de format conditionnel, est égale à la valeur la plus grande de cette plage de cellules. Les $ apparaissent et cette fois-ci c'est bien justifié, car lorsque Excel va parcourir l'ensemble des cellules J7, J8, J9, J10, il doit comparer à chaque fois à la plus grande des valeurs contenues dans le tableau qui lui ne bouge pas entre J7 et J14. Si ce critère est vérifié, alors nous appliquons un format dynamique approprié, une cellule verte, police verte gras, par exemple sur fond jaune. Donc nous cliquons sur le bouton format, nous commençons par appliquer du gras, nous avons dit une couleur verte, et puis dans l'onglet remplissage, nous allons définir une couleur de fond jaune orangé comme celle-ci par exemple. Lorsque nous validons ces réglages, l'aperçu est proposé, et lorsque nous validons une deuxième fois la boîte de dialogue, vous remarquez en effet que la plus grande des moyennes est bien instantanément mise en valeur par ce format dynamique. Les formats conditionnels, les mises en forme conditionnelles peuvent se cumuler, de manière cette fois-ci à faire ressortir la plus petite des moyennes. Donc nous resélectionnons la plage, nous cliquons sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. C'est une formule encore une fois, mais cette fois-ci avec la fonction min, donc le principe est strictement identique. Cette cellule que nous défigeons en enfonçant plusieurs fois la touche F4 du clavier est égale à la plus petite des valeurs du tableau figé, c'est-à-dire celui-ci. À ce moment-là, nous souhaitons la faire ressortir en rouge sur fond jaune. Nous sélectionnons de nouveau le fond jaune de l'onglet remplissage qui était resté actif par défaut. Nous revenons dans l'onglet police pour choisir du gras, une couleur de police rouge, comme ceci, que nous validons, l'aperçu encore une fois est donné, et en instantané, nous avons bien la plus petite des moyennes qui ressort. Si les données du problème venaient à changer, admettons que désormais cet élève ait obtenu en économie la note de 2, ce qui va considérablement modifier sa moyenne. Vous remarquez du coup que sa moyenne générale passe à 12, si bien que ceux qui étaient en deuxième position passent en première position et du coup correspondent à la valeur max. Le format dynamique s'annule sur l'ancienne meilleure moyenne pour s'appliquer instantanément aux nouvelles meilleures moyennes. En même temps que tous les calculs sont dynamiques, le format lui-même
et Dynamics qui permet d'obtenir des tableaux de bord très efficaces dans Excel et qui facilitent la lecture, puisque là en l'occurrence vous le prenez et d'un seul coup d'œil vous savez directement qui sont les meilleurs éléments de la classe et les plus mauvais. Nous allons annuler cette modification pour revenir en arrière. Voilà pour ce premier exercice qui nous a permis donc de voir des choses intéressantes comme les références absolues pour figer une plage de cellules dans un calcul et pouvoir le reproduire, et que nous pouvions d'ailleurs remplacer par une plage nommée afin d'éviter les références absolues, et encore le format dynamique avec des calculs pour faire ressortir en couleur des cellules grâce à des fonctions de synthèse comme min et max. Nous passons maintenant sur la feuille chiffre d'affaires semestriel. La première chose que nous demande de réaliser ce calcul, qui affiche par mois les chiffres d'affaires des ventes réalisées pour différents produits, janvier, février, mars, avril, mai et juin, consiste donc à calculer la somme de tous ces chiffres d'affaires par produit dans la colonne totale. Une des possibilités, donc bien sûr nous pouvons utiliser le bouton somme automatique ou encore présélectionner l'ensemble des résultats du calcul et enfoncer au clavier les touches Alt égale ensemble. En instantané, nous obtenons toutes les sommes et vous pouvez constater que la fonction utilisée est bien la fonction somme pour les cellules allant de C5 à H5. Donc c'est parfait. En un seul clic. Nous aurions pu aussi choisir une autre méthode qui est tout aussi efficace, celle qui consiste à montrer à Excel quelles sont les valeurs à sommer et à quel endroit placer les résultats des sommes en ligne, c'est-à-dire des cellules. Puis, à cliquer sur le bouton somme automatique en instantané, nous obtenons exactement les mêmes résultats en un seul clic pour une fonction somme qui s'applique bien sur les plages de cellules logiquement sélectionnées intuitivement par Excel. Nous pourrions faire de même dans la ligne totale. Le principe ici est de pouvoir calculer les sommes des chiffres d'affaires cette fois-ci en colonne, c'est-à-dire par mois. Bien sûr, nous pourrions présélectionner, puis faire Alt égal, comme tout à l'heure, et obtenir tous les résultats qui d'ailleurs sont corrects dans leur nombre, mais pas dans la méthode, car si vous activez la saisie de la cellule, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui est un petit peu gênant, dans la mesure où, fort logiquement, comme nous avions sélectionné cette plage de cellules, Excel s'est proposé par le raccourci Alt égal de réaliser la somme avec la fonction somme des cellules numériques du dessus en partant de C5, ça c'est très bien, mais en prolongeant jusqu'à C10. Or C10 est une cellule d'intervalle entre les deux tableaux, elle est vide, donc pour les puristes, il convient de modifier ce calcul afin de ne pas l'inclure dans le calcul de la somme. Donc une des méthodes que nous pourrions utiliser, par exemple, le bouton somme automatique conviendrait très bien, ou bien de présélectionner la plage, comme c'est le cas ici, et d'écrire directement la fonction somme au clavier, d'ouvrir la parenthèse et de sélectionner à la souris directement la bonne plage de cellules qui devrait être ensuite répliquée sur les colonnes de droite, c'est-à-dire D5, D9, E5, E9, etc. Nous fermons la parenthèse et nous répliquons ce calcul sur la plage présélectionnée par CTRL-Entrée comme toujours. Nous obtenons les mêmes résultats, c'est-à-dire les valeurs des sommes qui sont justes, mais cette fois-ci sur la plage de cellules exacte. Ça veut dire qu'elle s'arrête sur la ligne 9. Le calcul de la part de pourcentage sur la dernière colonne, J, est très simple. Il consiste à savoir ce que représente le chiffre d'affaires pour le premier produit crème hydratante par rapport à l'ensemble des chiffres d'affaires, c'est-à-dire de diviser le chiffre d'affaires du produit par la somme des chiffres d'affaires. Ainsi, nous obtiendrons un pourcentage qui sera plus parlant pour savoir quel est le chiffre d'affaires en part de pourcentage le plus important. Le calcul est donc le suivant, égal le chiffre d'affaires divisé par la somme des chiffres d'affaires. Lorsque nous répliquons ce calcul par CTRL-Entrée, vous remarquez une surprise de taille, il ne fonctionne pas. Pour la même remarque que précédemment, nous allons le reprendre avec la touche F2. Ici, nous demandons de diviser la cellule de la ligne 5 par le total de la ligne 11. Très bien. Donc, lorsque Excel va reproduire ce calcul vers le bas, c'est-à-dire sur les lignes du dessous, inévitablement, Excel va modifier les références
des cellules de manière à suivre le mouvement du calcul. Ce n'est plus I5 mais I7, c'est très bien. C'est bien ce chiffre d'affaires désormais qu'il faut diviser. Mais il faut toujours le diviser par I11 et non pas I13. Le div 0 est tout simplement un message Excel qui indique que la division par 0 est impossible, c'est mathématique. Donc, à l'origine dans le calcul, nous devons indiquer à Excel que cette division doit être réalisée sur une cellule qui est toujours la même, qui est figée, I11, donc nous resélectionnons la plage de cellules, nous enfonçons la touche F2 du clavier de manière à activer la modification du calcul, et comme le point d'insertion, vous voyez cette petite barre verticale est placée derrière I11, nous enfonçons la touche F4 du clavier de manière à figer cette cellule pour qu'elle soit utilisée comme référence. Et nous allons en profiter pour faire une autre remarque qui va nous servir pour la suite. Vous remarquez qu'un dollar apparaît devant l'indice de colonne I de la cellule et un dollar apparaît devant l'indice de ligne de la cellule, le 11. Cela signifie que ces références absolues, par défaut, empêchent dans le calcul la cellule de se déplacer et en ligne, 11, 12, 13, 14, et en colonne, I, J, K, L, M, etc. Sauf que, dans notre cas, nous allons tirer la poignée, ou reproduire le calcul, seulement sur les lignes du dessous. Ce qui signifie que nous avons besoin de ne figer que la ligne 11. Le résultat serait le même. Mais dans la méthode, effectivement, il n'est pas nécessaire de figer la colonne I. Donc, nous enfonçons encore la touche F4 du clavier. Vous voyez que le dollar devant le I disparaît. Seul le dollar devant l'indice de ligne 11 est préservé. Nous répliquons le calcul par contrôle-entrée. Et cette fois-ci, nous obtenons bien toutes les parts de pourcentage qu'il convient de formater au style pourcentage en cliquant sur le bouton style de pourcentage du ruban accueil. Vous remarquez que en instantané, nous voyons tout de suite que effectivement la part de pourcentage pour les compléments alimentaires en termes de chiffre d'affaires est bien plus importante que les autres, le plus petit étant ici celui réalisé par les shampoings. Donc le calcul de la part de pourcentage ici pour la ligne est strictement identique. Il consiste à diviser la somme des chiffres d'affaires par mois, donc ici en l'occurrence janvier, c'est-à-dire la cellule C11, par le total de tous les chiffres d'affaires, c'est-à-dire I11 affigé. Ou encore, nous pourrions utiliser la même méthode que tout à l'heure. Dans ce cas, cela fonctionnera toujours de nommer cette cellule que nous pourrions par exemple appeler total CA. Après l'avoir sélectionné, dans la zone nom, nous tapons son nouveau nom que nous validons par entrée. Et lorsque nous refaisons le calcul, pour éviter d'utiliser les références absolues, mais vous verrez que ce n'est pas le cas tout le temps, c'est pas possible tout le temps, donc il faut bien comprendre ce principe. Nous disons donc que ce calcul, alors, on ne va pas oublier de présélectionner la plage concernée préalablement, égale la somme des chiffres d'affaires par mois divisé par le total CA. Vous voyez qu'il est proposé par Excel directement, reconnu en rouge comme une cellule nommée ici, et nous validons par contrôle-entrée. Nous obtenons bien tous les résultats, que nous passons en pourcentage, sans avoir eu besoin de figer la cellule du calcul, puisque je vous le rappelle, par défaut, lorsque vous nommez une plage ou une cellule, eh bien, ce nom fait référence à des bornes strictes qui ne se déplacent pas. Enfin, nous accédons au dernier exercice qui est très spécifique et où vous allez voir que, dans certains cas comme celui-ci, sans les références absolues, nous ne pouvons pas réaliser un seul calcul à reproduire sur l'ensemble du tableau. En l'occurrence ici, ça signifie que les plages nommées ne nous seront d'aucune utilité. Le principe est qu'une entreprise fabrique des produits, des articles, qu'il propose à un prix public, mais que, en fonction de certains distributeurs, il accorde des remises pour que les uns et les autres puissent ensuite réaliser des marges en fonction de leur prix de vente. Donc le principe de ce tableau est de pouvoir réaliser un seul calcul qui se réplique sur l'ensemble du tableau. Ce calcul, c'est le prix public auquel on va enlever la part du taux de remise sur ce même prix public, c'est-à-dire le prix public moins le prix public multiplié par le taux de remise. Si on factorise, ça donne le prix public multiplié par, entre parenthèses, 1 moins le taux de remise. Là où le calcul est très spécifique, c'est que, nous allons le voir, nous l'initialisons comme toujours avec le symbole égal. Nous disions donc qu'il s'agit de considérer
effectivement le prix public. Nous avons dit que le calcul de base était le suivant, multiplié par 1 moins le taux de remise. Si nous l'appliquons tel quel et que nous faisons contrôle-entrée, vous voyez que c'est un désastre. Il y a non seulement des erreurs de calcul, en plus il y a même des valeurs négatives, ce qui est totalement impossible, en plus qui sont très importantes, et puis des valeurs très incohérentes même quand elles sont positives. Tout cela parce que, bien sûr, ici, nous faisons référence, dans un premier temps, au prix public. Ce prix public, lorsque nous allons reproduire le calcul, vers la droite, ne doit pas se déplacer en colonne. Lorsque nous allons tirer la poignée vers la droite, la cellule qui est désignée C7 par la colonne C ne doit pas devenir D7, puis E7, puis F7. Donc elle doit être figée sur son indice de colonne. En revanche, lorsque nous allons reproduire ce calcul sur les lignes du dessous, elle doit bien changer de ligne puisque nous devons prendre en considération non plus C7 mais C8, puis C9, puis C10, etc. pour les autres prix publics des articles. Ce qui signifie que nous enfonçons une première fois la touche F4 du clavier, une deuxième fois le dollar est devant le 7, nous avons dit que le 7 doit bouger. Une troisième fois, le dollar se place devant le C, indiquant que cette cellule est figée en colonne. Elle a le droit de se déplacer de ligne en ligne, mais pas de colonne en colonne. Très bien. Que nous multiplions par, entre parenthèses pour la factorisation, 1 moins le taux de remise. Alors là, c'est la même chose ou presque. Lorsque nous allons reproduire le calcul vers la droite, il s'agit bien de multiplier le prix public par le taux de remise, c'est-à-dire D4, mais qui va devenir ensuite E4, puis F4, puis G4, etc. Ça veut dire que cette cellule ne doit surtout pas être figée sur son indice de colonne D. En revanche, lorsque nous allons reproduire ce calcul sur les lignes du dessous, ce sont bien les nouveaux prix publics qui doivent toujours être multipliés par le même taux de remise toujours situé sur la ligne 4. Cela signifie que pour cette cellule, nous devons figer seulement son indice de ligne, le dollar, devant le 4. Maintenant que le calcul est terminé, nous pouvons le répliquer par contrôle-entrée. Et vous voyez que cette fois-ci, tous les résultats sont cohérents, puisque en effet, 9,20 € avec une remise de 7% donne 8,55, puis avec une remise un peu plus importante, forcément le montant est moins important, et si vous allez jusqu'en bas, vous remarquez que, là encore, tous les résultats sont cohérents. Comme tout à l'heure, de manière à ce que ces résultats soient plus présentables, nous souhaitons les afficher avec seulement 2 décimales. Nous allons les arrondir, mais cette fois-ci sur la valeur supérieure avec la fonction arrondi sup que nous n'avions pas utilisée. La plage de cellules étant toujours sélectionnée, nous enfonçons F2 de manière à activer la saisie de la formule, puis nous allons encadrer notre résultat de calcul dans la fonction arrondi sup. Lorsque nous ouvrons la parenthèse, Excel demande quel est le nombre à arrondir, c'est bien le résultat du calcul avec les références absolues. À combien de décimales? Nous l'avons dit, à 2 cette fois-ci. Point virgule 2. Nous fermons la parenthèse, nous répliquons ce calcul par contrôle-entrée, les résultats sont du coup beaucoup plus parlants, et nous pouvons, dès lors, les mettre au format monétaire, soit en cliquant sur ce petit bouton du format nombre dans le ruban accueil, soit au clavier par le raccourci CTRL-M, et vous voyez que, instantanément, tous les résultats s'affichent ainsi au format monétaire euro, qui est le format monétaire par défaut pour les versions Excel européennes. Donc je vous rappelle qu'ici, sans les références absolues, nous ne pouvions pas reproduire le calcul en une seule fois. Les plages nommées auraient figé définitivement les cellules qui faisaient référence au calcul. Si vous aviez souhaité faire le calcul sur la première cellule et la répliquer avec la poignée, sachez que dans Excel, comme vous le remarquez, nous tirons en bas à droite, il n'est pas possible de tirer la poignée en biais, si bien que nous aurions été obligés de tirer la poignée dans un sens dans un premier temps, par exemple en colonne vers la droite, puis de récupérer la poignée de la sélection pour la tirer ensuite vers le bas et obtenir enfin tous les résultats. Le problème de la poignée, comme vous le remarquez, c'est que elle transporte en même temps les calculs dont elle reproduit la logique, mais aussi le format. Alors on peut ensuite conserver la mise en forme, mais encore aurait-il fallu le faire dans un premier temps, c'est-à-dire après avoir tiré ici la poignée une première fois, recopier les valeurs sans la mise en forme, puis tirer la poignée vers le bas,
et avec la balise active instantanément de demander de recopier les valeurs sans la mise en forme, et comme vous le remarquez, nous conservons bien les bordures épaisses d'origine du tableau. Voilà pour ces techniques avancées de calcul avec Excel, qui font vraiment un point très important sur les références absolues, incontournables dans Excel. J'espère que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et je vous invite à aller sur le site, car ce cas pratique est traité encore plus en détail, et puis vous y retrouverez tous les supports qui font référence au raccourci clavier que nous avons utilisé, à l'application d'autres fonctions de synthèse, et puis ces fameux formats dynamiques, la mise en forme conditionnelle que nous avons vu tout à l'heure. Voilà, je vous remercie.